Bonjour à tous. La République avec Patrice Talon est peut-être une république des possibilités, un État qui ne se ploie pas, ni ne se replie face aux difficultés. Avec la pandémie de coronavirus, la campagne s'est très vite voulue médiatique. Essentiellement, en tout cas, à l'issue, nous allons tirer les conclusions et les leçons qui s'imposent. Avec moi, Léonce Gamaï, très rarement sur les plateaux. Il est cofondeur de Banuto, manager général, mais surtout journaliste de cette plateforme d'information. Léonce, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas seul, juste en face, un ancien, Constant Agbidinoukou, journaliste à la retraite. Il a servi à l'Office de radio-télévision du Bénin, l'ORTB. Bonjour à vous. Bonjour, Jérémy. Alors, on va, comme je l'ai dit, parler de cette participation des médias dans ce processus qui tire vers sa fin. Mais d'abord, les résultats, tour de table pour déjà demander à Léonce, avez-vous été surpris, on va dire, des tendances, des éléments qui sortent, des résultats provisoires? Globalement pas. C'est vrai qu'il faut peut-être rappeler rapidement les grandes tendances observées avec l'Union progressiste qui vient en tête, suivi du bloc républicain, ensuite la Force Congolais pour un Bénin émergent et le PAD et l'UDBN. Donc les deux partis n'ont pas pu participer à l'attribution des sièges étant donné qu'ils n'ont pas réussi à réunir le suffrage de 10% au plan national, minimum au plan national, comme le dit le code électoral. Tout à fait. Ce qui a l'élément peut-être qui pourrait être considéré comme élément de surprise dans ces résultats, c'est le score réalisé par la FCBE, la Force Congolais pour un Bénin émergent. L'Union progressiste et le bloc républicain ont un temps soit peu confirmé ce qu'on avait déjà observé aux élections législatives d'avril 2019. L'élément nouveau, comme je le disais, c'est la FCBE qui participe à sa première élection en tant que parti politique, parce que la FCBE qui avait participé aux élections, donc à toutes les élections jusqu'au départ de Boni Yayi du pouvoir en 2016 était une alliance de partis politiques. Après le départ de Boni Yayi, le parti a connu une certaine transformation. Bon, l'Alliance du moins a connu certaines transformations, est devenue parti politique. Donc, en tant que parti politique, c'est sa première participation. J'avoue que beaucoup d'observateurs ne vendaient pas cher la peau de la FCBE dû au fait qu'avant les élections, le parti avait connu une crise marqué notamment par le départ du président, de l'ancien président, l'ancien chef d'État Boni Yayi, qui est le président d'honneur, leader charismatique, qui, malgré son départ du pouvoir, a quand même montré à travers sa tournée dans différentes localités du pays, notamment à l'occasion des législatives, qu'il a encore une certaine force de frappe en matière de mobilisation de foule. Donc, le départ de Boni Yayi et avec lui, le départ de certains leaders de certaines zones, dans certaines zones du pays, on a cru en fait que la FCBE était vidée, n'avait pas vraiment ce qu'il fallait, les éléments qu'il fallait, la ressource, je parle là de ressources en tant que ressources politiques, les ressources politiques qu'il fallait pour avoir les 10%. C'est l'élément nouveau, c'est l'élément surprenant. Oui, pour moi, c'est l'élément surprenant. On a constaté que dans la partie septentrionale et même au centre, notamment dans les collines et dans quelques localités au sud les CBE ont pu quand même tirer leur épingle du jeu. C'est vrai que lorsqu'on compare le suffrage de 14% au plan national obtenu par la FCBE à ce que l'Alliance était, on pourrait dans un premier temps conclure que c'est insignifiant. Mais quand on considère tout ce que le parti les circonstances et tout ce que le parti a subi, tout ce que l'Alliance a subi, la transformation, je vais même dire la transfiguration, parce que quand c'était Alliance, certains leaders ont quitté à l'avènement de Patrice Talon, ont rejoint les blocs de Patrice Talon. Donc, c'est un parti en reconstruction et qui a fait ce score-là. Pour moi, c'est un élément nouveau qu'il faudra observer de très près et qui envoie un message. Maintenant, après, le débat, c'est de savoir si la FCBE, c'est vraiment l'opposition ou si c'est l'opposition mouvance. Il y a un autre débat. Comme un politologue l'a dit, un parti chauve-souris sur d'autres antennes. Le débat est là. Alors, votre appréciation, Constant Agbidinoukou, de ces résultats-là, du déroulement, si vous voulez aussi. Je dois dire merci beaucoup. Je salue nos amis téléspectateurs.
D'abord, déroulement, globalement, ça s'est bien passé. Hein, je reconnais que de plus en plus, la Sénat a l'expertise par rapport à l'organisation des élections. On craignait un peu que les choses peuvent ne pas bien se passer par rapport à la parenthèse qu'il faut fermer aux législatives. Aux législatives. En dehors de ça, il faut reconnaître que le Bénin a maintenant l'expertise en matière d'organisation des élections. Moi, j'étais coordonnateur d'arrondissement à Massagon, dans la commune de Boycon, dans le Zou. Et j'ai observé en tant que coordonnateur et ensuite en tant que journaliste pour voir un peu comment les choses se passaient. Et formidablement, les choses se sont bien passées. Quand vous dites bien, c'est à la fois au niveau organisationnel, donc oui, vous les acteurs, mais aussi les citoyens et les acteurs politiques. Tout à fait, tout à fait. Il faut reconnaître que le gouvernement, de plus en plus, donne les moyens qu'il faut à la Sénat pour organiser les élections. C'est important. Parce que je me rappelle, il y a quelques années, pour s'entendre sur le budget des élections, c'est tout un tas de problèmes. Où on se chamaillait, c'est beaucoup de coupes sombres, beaucoup de va-et-vient. De plus en plus, le gouvernement est conscient que c'est notre pays, la République, qui doit organiser les élections. Et le ministère des Finances, en personne le ministre lui-même, fait un effort. Il faut le reconnaître. Le gouvernement fait un effort pour mettre les moyens qu'il faut à la disposition de la Sénat pour bien organiser ces élections. Et un peu partout, ça s'est bien passé. Vous savez, les élections, ça ne se passe jamais en ligne rectiligne, sans difficulté. Il y a toujours de petits problèmes. Des couacs. Et ce n'est pas important. Par rapport, je dirais, à la crédibilité. De façon générale. Oui. Et je suis aussi aux acteurs. Ça s'est bien passé. Par rapport aux résultats provisoires proclamés par la Sénat, je suis agréablement surpris par rapport aux résultats des FCBE. Vous savez tout ce qui s'est passé, où il y avait de mésententes, des discussions n'ont pas fini, des démissions, des provocations tous azimuts. Je croyais que le parti serait émietté et n'aurait pas toute sa force pour pouvoir contenir la campagne et participer à ces élections-là. Et ce qui m'a agréablement surpris, c'est surtout la force de ce parti par rapport à la ville de Parakou. Moi, j'ai toujours pensé, avant les élections, que non, Parakou, c'est pour le BR. Hein? De plus en plus, nous nous attachons des fiefs à des partis. Tout à fait. Donc le bloc républicain, je n'ai pas compris. Je suis un peu déçu par rapport à ce résultat. Je me suis dit quand même que par rapport au bloc républicain, Charles Tokor, le maire, les choses iraient mieux. Je suis un peu triste pour mon ami Charles Tokor. Par rapport au PRD aussi, je n'ai pas compris. Franchement, nous étions habitués un peu à voir l'Ouémé, le plateau, du 1er au 5e arrondissement à Cotonou, des fiefs du PRD. C'est vrai que... C'est-à-dire là, même les zones d'influence du PRD ont été émiettées. Le parti a été secoué, sérieusement secoué, ça il faut le dire. C'est les effets sans doute des réformes. Certainement, mais je me suis dit, est-ce que les réformes iraient jusqu'à ce point? Quand même, les militants sont ce qu'ils sont. Les patrons du parti sont là. Je crois qu'il doit y avoir une évaluation sérieuse à faire. Je me disais que par rapport aux difficultés que le PRD avait eues à s'intégrer dans le bloc républicain au départ et à quitter, que certainement les militants voulaient se retrouver tels qu'ils étaient pour pouvoir aller aux élections et tirer leur épingle du jeu. Même vraiment les résultats, j'ai été un peu déçu. Ensuite, j'ai pas fini. L'UPS, c'est formidable. Ah non, je me disais, c'est vrai, entre le bloc républicain et l'Union progressiste, c'est les deux partis qui feraient la loi. Aux autres, compte tenu de leur force. Tout à fait. C'est une de fortes alliances. Et ensuite, ils ont les moyens. Quand il y a quand vous êtes plusieurs et que vous vous retrouvez, de personnalités. Il y a des moyens. Et ils ont bien fait la campagne. Ça, je vous l'assure. L'UP comme le BR ont fait une très bonne campagne. Ça, je vous assure. D'abord, c'est des gens qui sont habitués. C'est pas des nouveaux. Ah non, ils sont... quand vous prenez la plupart des partis qui sont intégrés dans ces blocs-là, c'est des partis qui participaient régulièrement aux élections dans notre pays. Je vais revenir à vous, mais une question à Léonce. Les réformes elles-mêmes visaient, on va dire, l'effacement de la notion, si vous voulez, ethnique, mais aussi religieuse de la politique. Est-ce qu'on y est ou est-ce qu'on a commencé par y arriver?
il est trop tôt. Il est trop tôt pour moi d'évaluer déjà les réformes sur le plan de la qualité. Sur le plan quantitatif, les résultats sont là. Aux élections communales de 2015, on avait, je pense, bien une trentaine de listes. Aux élections communales de 2020, on a 5 listes. Donc, sur le plan quantitatif, les résultats sont là. Il y a eu quand même une certaine... amélioration, si vous non, voulez. je ne veux pas dire amélioration. Réduction du nombre de partis politiques qualifiés pour participer à l'élection. Maintenant, est-ce que les objectifs visés, notamment, comment on appelle, minimiser ou réduire drastiquement le poids de l'argent donc dans l'élection, mettre fin au vote ethnique ou au vote ethno-régionaliste, est-ce que nous avons déjà atteint ces résultats? Pour moi, il serait risqué déjà de s'aventurer et d'affirmer que la réforme nous a permis déjà d'atteindre ces résultats. Il faut peut-être après faire un travail de terrain, récolter les données pour interroger les citoyens et voir quels sont les déterminants de leur choix, et en fonction de ça, on pourra tirer les conclusions qui s'imposent. Mais ceci dit, dans la représentation, dans la lecture des chiffres que nous avons, PO-Pro, BR un peu nord, sud PO-Pro aussi, l'UP, mais le centre Bénin a été, on va dire, cette zone-là où la bataille a été un peu serrée entre les deux parties. Est-ce qu'on ne peut pas déjà dégager certains éléments? Oui, quand on analyse un peu les différents suffrages obtenus par les 5 partis politiques, ça donne une idée de la carte, de la carte politique, avec dans une partie du nord la FCBE et dans une autre partie UP, parce qu'il y a certaines communes où UP a fait même résultat, et dans d'autres le bloc républicain. Ensuite, dans les collines, les scores, bon, les FCB se sont imposés dans quelques communes et le BR et encore UP sont partagés, mais je pense que dans la plupart des communes au sud, l'Union progressiste sans partage. Quand je prends surtout le Koufo par exemple, nous sommes à même de dire à la lumière de ces résultats-là que le Koufo est un fief UP par exemple, parce que là ça a été un score sans partage. Voilà, donc ces grandes tendances se dégagent, et ça permettra sans doute aux différents acteurs de voir s'il faut réajuster un certain nombre de choses ou ce qu'il faudra faire pour maintenir ou pour confirmer leur ancrage dans une localité, dans les autres. Par contre, pour le PRD, c'est vrai que lorsqu'on observe un peu le score réalisé par le PRD aux dernières élections législatives et communales, on peut se dire que le parti a été secoué, a été sérieusement secoué dans ses fiefs. Mais je pense qu'à Porto-Novo, le PRD est resté maître à Porto-Novo. Les statistiques que j'ai pu consulter sur Porto-Novo, c'est parce que la règle de 10%, le PRD n'a pas pu avoir la règle de 10% au plan national, que Porto-Novo a échappé, le PRD n'a pas pu que Porto-Novo a échappé au PRD. Sinon, quand on prend les suffrages de Porto-Novo, le PRD est venu largement, en tout cas les suffrages que j'ai pu constater, le PRD est venu largement en tête à Porto-Novo. Et je pense aussi qu'à Sémékodi, le PRD est venu en tête. Mais les autres communes de Lomé, je n'ai pas encore pu avoir les statistiques. Mais tout compte fait, si le PRD avait fait un bon score au plan national, non, pas même au plan national, dans son fief habituel, donc dans toutes les communes de Lomé et dans en tout cas dans certaines communes du plateau, pardon, et dans la 15e circonscription électorale, parce qu'il faut dire la 15e circonscription électorale était plus ou moins PRD avec le réseau Atao qui prenait une partie. Si le PRD avait fait un bon score dans ces localités-là, je pense qu'il aurait tutoyé les 10%, mais on se rend compte que le parti a 5%. Ça voudrait dire que le parti a été sérieusement secoué dans ses fiefs. À vous aussi, la notion, ce qui était visé, un peu balayé, le régionalisme, si vous voulez, l'ethno-centrisme en politique et d'autres éléments, est-ce qu'on y est? Ou est-ce qu'on a déjà commencé par avoir les fruits? Non, je crois qu'on a commencé. On a commencé. Vous savez, ce n'est pas une affaire du jour au lendemain. C'est progressivement que ces habitudes, nous allons les acquérir. Mais je sais que les blocs, par rapport à ce qu'on a vu, les résultats, progressivement, je crois, l'argent comptera très peu. Cette année, moi, j'ai constaté.
c'est pas nécessairement pas à partir de l'argent que les gens sont allés voter. Ça Ils- comptait moins que que les fois précédentes. Certainement, je l'ai vu. J'ai constaté que des gens ont reçu de l'argent parce qu'on leur a donné, mais ils n'ont pas voté pour ces partis-là. Non, pas du tout. Vous ne me direz pas que l'argent n'a pas compté, par exemple, dans l'Ouémé et le plateau. Mais, visiblement, comme il a dit, si le PRD avait fait les meilleurs scores dans les 2 départements, et surtout dans la 15e circonscription, qui a toujours été le fief du PRD. Quand vous prenez du 1er au 5e arrondissement à Kpakpa, c'est toujours le PRD qui était en tête. Sur toutes les élections. J'ai pu vérifier les chiffres, mais cette fois-ci, je n'ai pas compris. L'UP est majoritaire dans cette circonscription-là. Vous imaginez? Des gens qui ont même quitté le PRD, qui sont venus à l'UP, qui ont été tête de liste, ont battu tous les candidats du PRD. Alors, il y a un problème important qu'il faut voir. Qu'est-ce qui ne va pas au niveau des militants, au niveau des responsables du parti, au niveau de l'ancrage même du parti par rapport aux blocs qui sont constitués. Progressivement, vous allez voir, les Béninois ne voteront désormais que parce qu'ils veulent que ce soit tel parti. Parce que c'est tel parti qui est le leur. L'argent va compter moins. C'est vrai, l'argent comptera toujours. Parce que pour une campagne, il faut l'argent. Il faut les affiches. Il y a aussi les indécis qu'il faut convaincre. Je me suis rendu compte même que quand vous prenez du 1er au 5e arrondissement, donc à Kpakpa, mais l'UP a fait une très bonne campagne par rapport aux candidats du PRD. Puis je n'ai pas compris ce que ça veut dire. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont pensé un instant que c'est notre fief, il n'y a pas de problème, que sans faire campagne, nous allons gagner? Ou que les moyens ont fait défaut aussi. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Le président, les responsables du parti sont là. Je suis un peu étonné. Ils n'ont pas pensé qu'il leur faut un peu de moyens pour aller à ces élections-là. Et l'autre problème, quand vous prenez certaines communes du zoo, alors c'est le BRD, c'est le BR et l'UP. Je me disais à un moment donné, est-ce que l'UP ne va pas rafler ensemble? C'est la question que je me posais. Avec toutes les critiques, la crise qu'il y a eu à Boycon, avec le candidat en tête de liste du BR, Armand Gansel, j'ai compris que les choses allaient tourner un peu au vinaigre. C'est pas le cas. Non, Armand Gansel et les siens ont tenu bon. Et au de compte, ils ont été présents. Une question, l'autre question, c'est quand même se demander finalement si, au vu de ces données, on va dire les regroupements n'ont pas triomphé face aux dirigeants solitaires, s'il faut le dire ainsi. PRD, c'est quand même, au-delà du staff, c'est quand même le président Adrien Ngouedi. UDBN, au-delà de tout, au-delà de toute la machine, c'est quand même Claudine Prédencio. Finalement, les hommes ont perdu quand ils sont seuls face au regroupement. Non, le constat est clair et net. C'est que c'est les grands regroupements, les grands regroupements, on peut le dire ainsi, qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Vous l'avez dit tantôt, quand on prend l'Union progressiste, c'est quand même une alliance de grands partis, de plusieurs partis politiques, qui n'est plus une alliance, en tout cas une fusion. Une fusion, voilà. Le thème, c'est une fusion de plusieurs partis politiques. Le bloc républicain, c'est idem, c'est pareil, fusion de plusieurs partis politiques et de personnalités politiques. FCBE, c'est pareil parce que l'alliance au pouvoir, quand l'alliance a fait sa transformation, certains micro-partis à l'interne ont accepté de fusionner, et donc les personnalités sont restées. Il en est de même. Mais du côté du PRD, ce qu'on a constaté avec la réforme du système partisan, notamment au moment de la constitution des blocs, c'est qu'il n'y a pas eu trop de ruée vers le PRD. Au contraire, le PRD a perdu des militants, a perdu des personnalités. C'est peut-être la conséquence, qu'on a obtenue avec le score du parti aux élections. Contrairement au bloc républicain ou à l'Union progressiste, où il y a vers laquelle il y a une ruée. Même si après, là encore, il y a eu des déplacements. Oui, il y a eu des déplacements, mais c'est entre eux. C'est entre eux qu'il y a eu les mutations. Et c'est même ce pourquoi à Boycon, c'est le billet. Parce que Amman était UP, et puis après, bon. Donc,
Donc, quand on voit l'observation, contrairement au PRD, il en est de même pour UDBN. On n'avait pas vraiment constaté au moment de la formation des blocs, donc la naissance des blocs, c'était quoi, en 2018, à la fin 2018, on n'avait pas constaté une ruée de grandes personnalités, politiques, de grands électeurs vers l'UDBN. C'est peut-être aussi la conséquence qu'on a eu avec le score de ce parti aux élections législatives. Mais je dis, les deux partis, le bloc, l'UDBN et le PRD, vont certainement se mettre dans une perspective de faire l'évaluation à leur niveau, de voir ce qui n'a pas marché. Il y a les prochaines échéances électorales au Bénin, c'est 2023 avec les élections législatives. Donc, les deux partis vont certainement faire pas si loin que ça. Et faire. Maintenant, l'autre chose, la FCB, on en a parlé, ancienne alliance au pouvoir. C'est vrai que la FCB, dans le cadre de la réforme du système, notamment de la formation des blocs, a perdu des plumes. Comme je l'ai dit, des députés élus sur la liste FCB en 2015 ou même des maires élus FCB en 2015 ont rejoint les blocs de talons. Sont des acteurs. Voilà, FCB a perdu des plumes, mais le parti a réussi quand même à avoir un ancrage dans certaines localités du septentrion, ce qui lui a permis, malgré les démissions et autres, de faire ce score. Mais l'autre chose qu'il faudra souligner, c'est l'importance de la perception en politique. C'est vrai que Boni Yayi a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il n'est plus président d'honneur de la FCBE et qu'il n'est même plus militant de la FCBE. Mais est-ce que les militants, la militante, ou non, même pas la sympathisante FCBE, donc ma tante de Bemereke, qui n'est pas sur les réseaux sociaux, est-ce qu'elle a eu cette information-là? C'est en fait ça. Il faudra peut-être aller sur le terrain, faire l'enquête pour voir est-ce que l'information du départ de Boni Yayi est parvenue vraiment aux militants du Bénin profond, aux militants FCB ou aux sympathisants FCB du Bénin profond. Donc je pense que la perception, et j'ai lu avec les échanges avec certains confrères sur place que certains candidats FCB ont fait campagne encore avec le nom de Boni Yayi. Et ça passe. Et c'est passé. Oui. Donc je pense que la perception a joué aussi un rôle important dans les résultats qu'on a obtenus à ces élections. Les impressions, ou sinon, on va dire l'impact de ces résultats-là sur la relation des partis alliés, Bière et Bloc, ça risque en fait les deux, leur relation risque de perdre des plumes quand même. Je ne crois pas. Vous savez, ils sont conscients qui sont les deux blocs les plus importants au niveau politique aujourd'hui. Et vous allez constater, je me suis amusé à voir des gens qui sont militants au départ, fondateurs de l'UP, et quelques temps après qui ont quitté, qui sont allés vers le bloc. Pareil pour le bloc, qui sont allés vers l'UP. Ce qui n'empêche pas quelques guerres autour des chiffres. Ça ne manquera pas. Toujours est-il que c'est de fortes personnalités qui dirigent ces blocs-là. Vous ne me direz pas, ça, le président Bruno Amoussou, est-ce qu'il est c'est un dinosaure qui comprend bien. La preuve, vous voyez les résultats dans le Koufo. C'est dû à son rang de grands militants, de partisans, d'hommes expérimentés. Et quand vous voyez aussi l'ancien RB qui est rentré dans l'UP avec le président Zizou Lokwe, tous ces gros militants qui étaient là autour de la RB, de Madame, de Liadi, ils continuent de parler d'eux. Donc, moi, je ne fais pas d'illusions. Les grands blocs continueront. Et il y aura de petites guerres, ça ne manquera pas. Parce que chacun voudra défendre ses intérêts. Mais ils vont toujours s'entendre sur l'essentiel. Ah, ça c'est clair. L'année prochaine, c'est la présidentielle. Attendez, vous allez voir. Ils vont s'unir fortement derrière un parti. Un homme pour dire oui, c'est notre candidat. Et ces blocs-là ont été constitués grâce à qui? C'est le chef de l'État qui l'a voulu. Le problème qu'il y a, l'UDBN, j'ai le sentiment que c'est vrai, Madame Prudencio tenait à son parti, mais franchement, si moi je devais lui donner des conseils, ce parti seul ne suffit pas sur l'échiquier national. Vous savez, c'est vrai, nous respectons les femmes. Et d'ailleurs, elle a fait campagne surtout autour des thèmes des femmes. Oui, la jeunesse et la femme. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, je vous assure. J'ai même parfois le sentiment que c'est parce qu'on parle trop de femmes que les femmes ne votent pas pour ce parti. C'est un peu l'impression que je n'ai pas encore poussé. C'est pas un sujet vendable lui seul. Ça ne suffit pas. Et ensuite, je reviens. Il faut qu'on creuse et qu'on comprenne
Qu'est-ce qui a fait l'échec du PRD? Je me pose beaucoup de questions. Vous savez, à un moment donné, j'ai cru que l'indépendance, l'autonomie que voulait le PRD pouvait lui offrir un bel avenir. J'y ai cru à un moment donné, compte tenu des guéguets qu'il y avait eu, parce qu'il ne pouvait pas rentrer dans le bloc républicain. Les militants, est-ce que c'est ce qu'ils voulaient? Mais en fin de compte, il y a un vrai problème. Et j'ai suivi un peu un militant qui était candidat à Bomé, Christian Oyo. Il a fait une belle campagne, mais il n'était pas compris. Il n'était pas du tout compris. On a le sentiment que non, bloc républicain, Union progressiste, c'est mieux que de choisir le PRD. Et quand j'ai échangé avec lui, il était étonné que les gens l'écoutaient, mais ne suivaient pas du tout ce qu'il disait. Vous pouvez écouter quelqu'un tout à fait, sans le suivre. Et c'est ce qui s'est passé avec Christian Aoyo. L'autre problème, il faut revoir le mode maintenant de campagne. Vous savez, cette année, à cause de coronavirus, il n'y a pas eu de grand meeting. On va y arriver d'ailleurs. Il n'y a pas eu de grand meeting. C'est vrai, on a sollicité les organes de presse et certains ont fait de porte à porte. Ça ne suffit pas. Vous savez, quand vous faites les grands meetings, il y a beaucoup plus de monde qui vous écoute. Et c'est vrai, c'est de l'argent. On ne réunit pas tant de monde sans dépenser un peu au moins de point de vue logistique. Aussi. Donc, je me dis, quand il n'aura pas quand nous allons finir avec le Covid-19, qu'est-ce qui va se passer? Quand on aura la possibilité de faire une campagne, qui aurait du monde, je crois que la donne peut aussi changer. Oui. La question maintenant, ça va nous concerner. On a pratiquement analysé, on va dire, l'attitude des politiques, leurs résultats, les impacts aussi des réformes sur les populations. Mais il y a une question, messieurs. Ces campagnes-là, ça a essentiellement été axé sur les médias. Finalement, la question, c'est l'impression qu'on a après cette mission, Léonce. Oui, vous me permettrez, avant de répondre à votre question, placer un dernier mot sur la question des acteurs politiques. Je pense que les élections communales et municipales, c'est des élections de proximité dans lesquelles la qualité des candidats compte aussi beaucoup. Les électeurs ne votent pas immédiatement, à quelques exceptions près, ne votent pas immédiatement pour le parti, mais pour le leader. Donc il faudra aussi peut-être après aller interroger peut-être la liste aussi bien de l'IDBN ou du PRD pour voir la qualité. Quand je parle de qualité, c'est en termes d'abord, en termes de profil et en termes de comment on appelle, d'envergure politique des candidats des candidats de ces partis-là dans les différentes circonscriptions électorales. Ça pourrait peut-être nous permettre de voir est-ce que ces partis avaient des candidats de poigne dans les différentes circonscriptions électorales pour faire un bon score. Maintenant, la question, oui, le Bénin a fait l'option d'organiser ces élections malgré la Covid-19. Je pense qu'en Afrique, c'est le troisième pays, parce qu'il y a eu le Mali, la Guinée, et ensuite le Bénin a fait l'option. Nous avions tous... le Burundi plus tard, après le Bénin. Donc, c'était un challenge. Parce que nous savons tous, en tout cas les spécialistes l'ont dit, les modes de transmission, de propagation du coronavirus. Donc notamment, il fallait faire en sorte qu'il n'y ait pas de massification, de mouvements de foule, pas d'attroupement. Et c'est dans cette optique qu'il a été décidé que la campagne soit essentiellement médiatique. Parce que sinon, une campagne électorale normale, on sait ce que c'est. Tout à fait. C'est les géants meetings, les opérations de charme, les caravanes et tout ce qui va avec. Donc on a fait l'option de mener une campagne essentiellement médiatique. À partir de ce moment, la responsabilité des médias dans la diffusion des messages ou même dans la présentation des offres politiques des différentes listes est devenue plus grande. Parce que en situation de campagne électorale normale, les candidats ont l'opportunité d'abord de discuter directement avec les électeurs à travers les meetings, les différentes activités de campagne hors médias, mais aussi de prendre par les médias. Étant donné que les activités de communication hors médias ont été plus ou moins supprimées, donc il fallait essentiellement se concentrer sur les médias. Ce qui fait que le rôle des médias était plus important. Est-ce que les médias ont pu assumer convenablement leur rôle? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Je pense qu'on va en parler. À votre niveau, déjà, avant de revenir à M. Constant, à votre niveau, est-ce que vous
vous êtes senti à l'aise dans cet exercice-là? Bien, la situation, quand vous dites à notre niveau, je pense que vous voulez parler de manière globale des médias en ligne. Tout à fait, voilà. Les médias en ligne. La situation des médias en ligne était une situation assez ordinaire ou assez spéciale. Parce que dans le choix ou dans la réquisition des organes de presse pour la diffusion des messages des différents partis politiques, la HAC n'a pas choisi, n'a pas pris en compte les médias en ligne. Il y avait d'abord eu dans un premier temps la presse audiovisuelle, donc les radios et les télévisions. Et ensuite, après une action de lobbying de plaidoyer du CNPA, en direction du président de la République. En direction du président de la République, des médias, la presse écrite. Donc certains journaux ont été intégrés. Mais la presse en ligne n'a pas été prise en compte. Donc du coup, au niveau des acteurs de la presse en ligne, je pense que les colonnes sont restées ouvertes et au fait aux partis qui les ont sollicités. Et je pense que c'est ce que la plupart des organes de presse en ligne ont fait, puisque les organes de presse qui ont été réquisitionnés dans ces organes-là avaient l'obligation de ne passer que les messages validés, notamment par la HAC et tout le reste. Mais au niveau des acteurs de la presse en ligne, étant donné qu'ils n'ont pas été réquisitionnés, donc le jeu est resté ouvert. Le jeu est resté plus ou moins ouvert. Donc c'est l'observation globale. Je reviendrai pour voir l'exemple notamment de Banouto et aussi l'exemple des médias concurrents de même nature que vous avez observé. Alors, à ce jeu, les médias ont-ils été à la hauteur de votre observation? Ils ont été à la hauteur de ce que la HAC voulait. C'est surtout ça. Parce qu'il faut effectivement rappeler que le grand acteur en arrière-plan, c'est la HAC. C'est la HAC qui a dit tel message sur tel organe de presse. Et comme vous l'avez dit, la HAC ne voulait pas que la presse écrite participait à ce jeu au départ. Il a fallu que les responsables des organisations fêtières écrivent au président de la République pour se plaindre de cette anomalie. Pour demander à être réquisitionné. Mais bien sûr, parce que c'est quoi puisque les autres ont été réquisitionnés. On ne va pas, pourquoi on laisserait sur le carreau la presse écrite. Moi, j'ai même dénoncé cela, je n'ai pas compris. Non, il n'y a pas de crainte à se faire. Je crois que ça fait 30 ans au moins déjà. Nous avons insisté, lutté, obtenu et exercé la liberté de la presse. Ça n'a pas été facile. Certains croient que c'est facile parce qu'on a oublié, mais on a pris des risques à la conférence nationale. Je continue de le dire, c'est pas de la blague. On a pris d'importants risques. Et là, il faut saluer tous les acteurs dans le temps. En premier lieu, le président Mathieu Kérékou. Il faut saluer sa mémoire. Je me plais à dire, mais certains voulaient faire comme nous, puisque la conférence nationale n'a pas eu lieu seulement au Bénin. Certains voulaient faire comme nous dans d'autres pays que vous me permettrez de ne pas citer. Mais on sait c'est le sort qu'on a réservé aux journalistes, qu'on a éliminé, qu'on a torturé. Alors, heureusement, cela ne nous est pas arrivé ici. Donc, il ne faut pas l'oublier. Et il faut qu'on permette à la presse de jouer son rôle. C'est vrai, nous disons la liberté de la presse, mais il n'y a pas de liberté sans responsabilité. De plus en plus, les collègues comprennent qu'on ne peut pas vivre une presse fourre-tout, où on fait n'importe quoi. Non, c'est plus possible. Nous sommes dans un état de droit qui a ses règles. Et on ne peut pas bafouer les règles d'une république. Donc, je me dis... je n'ai pas trop voulu insister là-dessus parce que je me dis, ce qui nous a empêché peut-être d'avoir toute la liberté habituelle par rapport à la campagne médiatique, c'est le Covid-19. Ça, c'est clair. On ne peut pas faire la campagne comme on voulait. On est concentré, on est restreint, et bon, c'est les messages. En dehors des messages pour les autres années, puisqu'on ne peut pas vivre le Covid-19 tout le temps, nous souhaitons que cette pandémie aille vite pour que nous ayons la paix. C'est qu'il faut permettre aux organes de presse de vivre une vraie campagne médiatique. Quand vous êtes candidat, Léonce, vous devez avoir le loisir de toucher l'organe que vous voulez. C'est ça la liberté. D'orienter votre politique comme vous voulez. On ne vous demande ici. Pas d'appeler à la violence. On ne vous demande pas de provoquer pour une guerre civile. On ne vous demande pas de troubler l'ordre public. On en a l'habitude quand même. On a fait plusieurs fois depuis 90. Vous imaginez le nombre d'élections qu'on a eues au Bénin. Et pourtant, on n'a jamais eu trop de problèmes. Ça se passe toujours bien. La HAC a le devoir d'organiser tout cela. C'est vrai. C'est son job.
Mais je ne vois pas la RAC comme une institution qui va limiter les libertés. Nous n'avons pas créé la RAC pour ça. Nous n'avons pas appelé à créer la RAC pour ça. Non. Nous voulons que la RAC surveille la régularité des choses. La possibilité qu'on puisse intervenir sur les organes du service public de façon, je dirais, équitable. Voilà, le mot me manquait. Équitable. C'est cela. Il ne faut pas donner la parole à Jacques et oublier Pierre. Et moi, ce que j'ai constaté aussi, il n'y a pas eu assez de débats. Vous savez, les élections communales, municipales, c'est vrai, c'est les élections locales, mais nous voulons savoir le candidat, les projets dont il est porteur pour la ville, pour la localité. Il fallait organiser beaucoup plus de débats entre les candidats pour qu'on comprenne. C'est vrai qu'il y en a eu qu'un seul, juste le dernier jour de campagne. Moi, ça m'a peiné, On ne devait pas avoir peur. Peur de quoi? À votre avis, on a été trop prudent? On a été trop prudent, et ça ne sert à rien. Non, le Bénin a déjà dépassé cela. C'est le fait des médias ou c'est le fait de... Non, c'est le fait de la RAC. Quels médias? Les médias veulent travailler, les médias sont là pour informer. Ils veulent aller partout. Ils veulent vivre la campagne. Vous n'avez pas vu les dernières campagnes que nous avons eues dans le pays? Non, il n'y a pas tant de prudence. Non. Je crois que si le Covid-19 nous a empêchés de vivre les campagnes dont nous avons l'habitude, ce qui m'a gêné, c'est qu'il n'y a pas eu assez de débats. Mais qu'on prenne les candidats qui viennent sur les chaînes, les radios, et qu'ils font les débats. Par rapport aux zones données. Aux projets dont ils sont porteurs. Je n'ai pas compris. On a vu beaucoup de candidats qui ont dit « Je suis beau, prenez-moi, je vais travailler pour la ville » et ça s'arrête là. C'est pas ça, une campagne, une élection communale. C'est la localité. Vous imaginez que le chef de l'État a dit qu'il veut travailler pour le Grand Nokoué. Vous vous rappelez? Où on a dit... Il y a pas mal de projets. Mais vous croyez que c'est seulement des élus qu'on ne connaît pas qui peuvent gérer ces projets? Qui peuvent intégrer... Comme vous l'avez dit, M. Léonce, il faut des gens d'une certaine carrure. D'une certaine compétence. Ça me gênerait. Plus personne ne peut seulement se lever pour dire qu'il veut être maire de Cotonou, maire de Parakou, maire de Pono. Non. Il faut avoir un background, il faut avoir une certaine compétence, une certaine expérience pour pouvoir gérer la ville. Leadership. Prenez un peu aussi l'exemple sur la coopération décentralisée. Ça ne donne rien. Les gens courent, voyagent beaucoup avec le peu de moyens que les conseils ont au niveau des communes, des municipalités, mais ça ne rapporte pas en retour pas grand-chose. Ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas organisé la coopération décentralisée. Et j'invite aussi le ministère en charge. Il faut qu'ils organisent tout cela. De plus en plus, que Kidam qui quitte quelque part, qui ne connaît pas du tout, dit « Je veux être maire ». Ah non. Vous voulez être maire pour faire quoi? Pour quel projet? Pour notre ville. Pour demain. Vous vous rappelez un peu tout ce qui s'est passé à partir du fonds FADEC. Les fonds FADEC. Comment on les a détournés sur des milliards? Parce que ces gens ne savaient pas ce que c'est que la gestion. Est-ce que Léonce a eu cette impression, que ça soit au niveau donc du contenu de la presse en ligne, de la presse écrite et des médias, vous avez l'impression qu'on a manqué d'entrer dans le fond des projets, des candidats, des partis? Vous me permettrez d'ôter mon costume de manager général de Banuto et d'enfoucher le costume d'observateur ou d'analyste politique, consultant média pour dire ce que je vais dire. Je pense que globalement, les médias n'ont pas pleinement assumé leur fonction dans la campagne électorale que nous avons connue pour les communales 2022. Pourquoi? Communales 2019. 2020, pardon. 2020. Les élections communales 2020. Les médias n'ont pas assumé toutes leurs fonctions parce qu'il y a eu cet encadrement de la RAC qui a fait que tout ce qui devrait être fait, tout le potentiel qui devrait être exploité et déployé et mis en exergue ne l'a pas été. De façon transversale, quelles sont les fonctions ou quels sont les rôles des médias en période de campagne électorale? Il y a d'abord l'information. Tout à fait. Donc, informer le citoyen sur le déroulement de la campagne, les offres politiques et tout le reste. Il y a l'éducation. Parce que les élections, surtout dans nos pays, dans nos démocraties en construction, c'est un moment, c'est une période sensible. Donc il faut éduquer les populations à avoir un comportement suffisamment citoyen et non violent
pendant la période électorale. Et donc, les éduquer aussi à comprendre les enjeux. Et comprendre les enjeux, c'est aussi comprendre les enjeux du développement, comprendre les thématiques et tout le reste. Ensuite, il y a la fonction de mobilisation. Donc, mobiliser les citoyens à participer aux élections et tout le reste. Et il me semble que quand on prend chacune de ces fonctions, bon, il y en a d'autres, mais je préfère rester sur les 3 fonctions, il y en a d'autres. Surtout quand on voit au niveau de la presse, de l'internet, du web politique, il y a d'autres fonctions. Mais quand je laisse au niveau de ces 3 fonctions majeures, et lorsque vous analysez ce que les différents organes de presse ont fait, en tout cas pour ce que j'ai pu observer, vous vous rendez compte que nous sommes restés à l'étape primaire de l'information. Donc, juste la juste présentation des offres politiques des candidats. Parce qu'il a été dit, même quand vous prenez après la sélection, après l'implication des médias, des organes de presse, les journaux, c'est juste les messages des partis politiques qui sont plaqués. Et il en a été de même, aussi bien au niveau des radios qu'au niveau de la télévision. Or, notre fonction, c'était de questionner ces offres politiques-là, ressortir les enjeux de développement dans les différentes communes, questionner les offres politiques des candidats, interroger les différents candidats, mettre en exergue les profils des différents candidats, aller fouiller même dans le passé des différents candidats pour voir est-ce qu'ils sont capables de le faire, est-ce qu'ils n'ont pas est-ce qu'ils n'ont pas des cadavres dans leur placard, qu'est-ce qu'il y a dans leur poubelle, quelles sont les ressources qu'ils ont, le comment, parce que là nous sommes restés au niveau du quoi, ce que je veux faire, mais comment veux-tu le faire? Juste le qui et le quoi. Voilà, juste le qui et le quoi. Mais comment veux-tu le faire? Pourquoi veux-tu le faire? C'était de la fonction des médias de mettre en exergue ces éléments-là. Pousser même à peux-tu le faire? Peux-tu le faire? Et cela devrait se faire à travers des analyses, à travers des débats, à travers des réflexions, de grandes interviews. Mais ce n'a pas été le cas. Donc pour moi, est-ce que la mécanique, est-ce que c'est pas le mécanisme ou bien carrément les acteurs ont été timorés? Est-ce qu'il y avait des possibilités? Je pense que lorsque j'ai lu la décision de la HAC qui porte réquisition des médias, il me semble que les médias ont été limités dans ce qu'ils ont fait. Vous avez juste à passer les messages. Pas de réflexion, pas de questions à se poser. Des candidats. Parce que je pense que la HAC est allée même jusqu'à interdire aux partis politiques de négocier d'autres tranches en dehors de la tranche réquisitionnée, en dehors de celle réquisitionnée. Donc à partir de ce moment, on est resté un peu limité. Moi, je m'attendais, quand la décision a été prise d'organiser une campagne essentiellement médiatique, je m'attendais à ce qu'on ait vraiment de vrais débats, notamment quand vous prenez les grandes communes, donc de vrais débats au niveau national. Quand vous prenez les autres communes, des débats sur les radios communautaires, en tout cas les radios de proximité, donc les médias de proximité, faire de vrais débats en langue nationale pour que les populations puissent s'informer, être éduquées, puissent participer, vraiment comprendre les enjeux derrière les choix qu'ils feront. Mais ce débat n'a pas eu lieu. Finalement, on va dire, est-ce que tel que ça s'est déroulé, les acteurs politiques eux-mêmes se sont sentis à l'aise ou finalement est-ce qu'ils n'ont pas trouvé des moyens de contourner la mécanique? Ce qui est sûr, tous ne se sont pas sentis à l'aise. Vous savez, quand il y a une campagne, on veut toujours avoir ses amis. Ses amis médias, passer tel message ici, voici on ne peut pas mener tel débat. Ils n'ont pas pu avoir cette possibilité parce que tout était déjà encadré. Et je me dis une fois encore, je peux laisser faire, excusez-moi, dans ce sens que il y a le Covid-19. Vous savez, on met tout sur ce compte. L'exception Covid-19. Si bien que, je me dis, prions pour que ça aille vite, pour qu'on n'en parle plus, pour voir la suite. Parce que nous ne pourrons plus continuer comme ça. On a beaucoup évolué, je vous en supplie. On a évolué au Bénin. De plus en plus, nous savons ce que les médias peuvent faire et ce dont ils sont capables. Ce n'est pas la première fois qu'on organise des élections locales, communales, municipales. Il paraît que c'est la 4e fois. Ouais. Alors, et les autres fois? Il y a eu d'autres élections. Il y a eu les présidentielles, il y a eu les législatives. J'ai toujours dit, l'année dernière, c'est une parenthèse pour les législatives. Ça arrive comme ça. Dans tout cheminement, il peut y avoir ces couacs-là. Et qu'il faut vite refermer. Sinon, nous avons l'habitude des campagnes médiatiques qui n'ont jamais posé problème. Je peux pardonner parce qu'on m'a dit, écoutez, c'est Covid. C'est Covid qui crée ces problèmes-là. Faisons avec, dans l'espoir que ça va partir et on reverra ce que nous devons faire de mieux. Je veux qu'on fasse mieux. C'est pas ça, une campagne électorale, je vous assure. Où je dois venir planter mon décor seulement, un petit message, et je m'en arrête là. Non.
Il faut des débats, je vous assure. Nous sommes habitués dans notre pays pour les élections communales, municipales, à dire seulement je suis candidat. Il faut aller plus loin que ça. Vous êtes candidat pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez faire pour la ville d'Abomey? Je prends la ville d'Abomey parce que je connais le plus. Qui a toujours été ce qu'elle est. Une ville historique avec les musées, avec les palais royaux, mais qui n'a rien à vendre que l'histoire. Que l'histoire. Et on ne s'est pas appuyé assez sur l'histoire, justement. Pas justement. Mais Parakou a besoin d'autres développements. Cotonou, mon Dieu, la plus grande ville, la ville économique, où le président tient à lui donner une nouvelle vision, une nouvelle vocation. Vous croyez que c'est n'importe qui peut diriger Cotonou? Et celui qui veut diriger Cotonou, qu'est-ce qu'il nous a dit durant la campagne? Je vais changer la ville. Vous allez changer la ville comment? Mais c'est ce qui m'intéresse. C'est pas seulement changer la ville. Nous voulons, tout le monde sait qu'on peut changer une ville. Mais vous voulez la changer comment? Les déchets qu'on retire chaque jour, les tonnages chaque mois, comment vous voulez les gérer? La propreté, regardez tout ce que le président fait à partir de l'asphaltage. Vous ne savez pas qu'il faut gérer tout ça demain? Il faut entretenir. Il faut entretenir cela. Et comment ils vont le faire? Aucun d'eux n'en a même parlé. Moi, je suis peiné, je vous assure. On ne va pas laisser le gouvernement seul tout faire. C'est pourquoi on parle de décentralisation. C'est-à-dire accorder plus d'autonomie aux villes, de gérer la ville. De bons répondants au niveau de la base. Mais c'est ça le problème. Non, je n'ai pas vécu cela. Alors, à votre niveau, Léonce Gamaï, quand je dis à votre niveau, c'est pas à Banuto, au niveau donc des médias en ligne, pas de réquisitionnement quand même, on aurait pu avoir quelque chose dans ce sens-là, à savoir interroger, même si là, c'est pas des plateaux quand même, interroger les acteurs. Est-ce que le travail de réflexion a été fait? Non, en tout cas pas avec l'observation. J'ai quand même observé un peu les tendances. Le travail n'a pas été fait. De façon globale, nous avons assisté à une demi-campagne électorale. La campagne électorale n'a pas été faite. Vous êtes resté sous votre Oui, nous avons assisté à une demi-campagne électorale. Donc, autant les médias traditionnels n'ont pas eu l'occasion, n'ont pas eu l'opportunité de créer le débat et d'animer le débat, autant la presse en ligne n'a pas eu cette opportunité. D'ailleurs, la plupart des médias en ligne qui ont fait la campagne ont été un peu comme des organes de relais de ce qui s'est fait sur la presse, au niveau de la presse traditionnelle, parce que c'est les messages de campagne qui ont été diffusés. C'est vrai que à quelques nuances près, que certains sites d'information ont fait l'effort de saucissonner. Voilà, de saucissonner les différents messages de campagne en mettant en exergue différents aspects, différents angles de l'offre politique des partis avec lesquels ils ont peut-être eu des contrats de communication politique. Mais malgré cet effort d'avoir saucissonné le message, c'est quand même resté à l'étape d'information. On n'est pas allé au niveau, on n'est pas allé au-delà, on n'est pas allé au niveau décryptage des offres politiques, au niveau analyse des offres politiques. La prudence peut-être par rapport à la réglementation. Oui, la prudence par rapport à la réglementation. Oui, la prudence par rapport à la réglementation, peut-être aussi la crainte du code du numérique, parce que même quand vous laissez les médias en ligne et vous prenez l'écosystème numérique, donc en incluant les sites d'information, les réseaux sociaux, tout ça, vous avez certainement constaté qu'il n'y a pas vraiment eu cette faveur habituelle, on a assisté par exemple à l'élection présidentielle 2016. Voilà, cette faveur qu'on avait constatée sur les réseaux sociaux, il n'y a pas eu cette faveur-là. Peut-être d'abord la réglementation et notamment peut-être la crainte de tomber sur le coup du code du numérique. Ça a peut-être fait que les acteurs ont été un temps soit peu timorés et n'ont pas vraiment ressorti tout le potentiel qu'ils avaient. Quelle leçon finalement dans l'ensemble tirer si on veut se préparer à sortir de ce face-à-face-là, Léonce Gamaï, de façon générale, les leçons à tirer? À tirer de l'ensemble, le déroulement, les résultats, mais aussi du rôle des médias. Non, premier élément, c'est concernant le déroulement. Lorsque les institutions faisaient le pari qu'on organise les élections dans un contexte de Covid, c'était en comptant avec la responsabilité des différents acteurs, notamment les acteurs politiques. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi il a été interdit les meetings politiques, que la campagne serait essentiellement médiatique. Mais vous avez pu constater que dans la pratique, dans certaines localités,
certains acteurs sont descendus sur le terrain, ont même organisé des caravanes caravanes, sans respecter tout ce qu'il devait avoir comme mesure de distanciation, port de masque, comme on appelle, installation du système de lavage des mains. Donc cela n'a pas été entièrement respecté. Et ça, pour moi, c'est la faute aux acteurs politiques qui n'ont pas, parce que, comme je l'ai dit, le gouvernement, en le décidant de le faire, c'était en comptant avec la responsabilité des acteurs. Mais là, les acteurs politiques n'ont pas observé cela. Et il faut rester en prière, parce que cela pourrait créer l'occasion d'une flambée de cas de coronavirus, surtout qu'avec les différentes statistiques et les informations fournies par les autorités sanitaires, les cas que nous avons au Bénin, notamment les dernières semaines avant les élections, étaient des cas asymptomatiques. Donc ça veut dire que dans notre entourage, dans nos entourages immédiats, nous avons peut-être des porteurs du virus asymptomatiques que nous ne savons pas. Par sûrement, le fait de n'avoir pas respecté ces mesures-là, ce n'était pas bon. Donc, première leçon, c'est à ce niveau-là. Il faudra, les prochaines fois, quand on voudra prendre une mesure comme ça, il faudra vraiment s'assurer que les acteurs en face, vont jouer les acteurs qu'on appelle les acteurs chargés de la mise en œuvre, ou les acteurs concernés seront suffisamment responsables et vont respecter à la lettre les différentes mesures prises. Ça, c'est un élément. Deuxième leçon, c'est que il y a un début de réconciliation des Béninois avec leurs élections. Les élections législatives... Le retour de la conscience. Oui, les élections législatives d'avril 2019 ont créé une rupture entre le citoyen béninois et son processus électoral et ses élections, avec un taux de participation très bas, qui était un record en termes de petitesse, si vous voulez, le plus bas depuis qu'on a commencé l'expérience du renouveau démocratique en 90. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que pour les élections communales du 17 mai, l'un des enjeux, c'était le taux de participation. Et on a vu que nous sommes passés de 25% pour les élections législatives à 49% pour les élections communales. Et même quand vous faites une comparaison élection, c'est-à-dire quand vous prenez les dernières élections communales, celle de 2015 où le taux était de 56%, avec celle de 2019 où le taux est de 49%, et vous intégrez les dynamiques du fait qu'on avait très peu de partis politiques, on avait la situation de la Covid-19, je pense que le taux de participation aux élections communales est important et on peut considérer qu'il y a un début de réconciliation des citoyens, des Béninois avec le système électoral. Après, on peut interroger les facteurs. Ça, c'est un autre débat. On peut interroger les facteurs de cette réconciliation. Et dernier élément, pour moi, c'est les médias. Ça a été une expérience. Peut-être que la HAC n'avait pas suffisamment confiance en la responsabilité des acteurs médiatiques. C'est pourquoi elle a mis les médias juste dans un rôle de relais des offres des partis politiques. Mais on a constaté avec ça qu'il n'y a pas vraiment eu le débat électoral, le débat démocratique. Donc les prochaines fois, il faudra peut-être voir comment desserrer un peu la réglementation pour qu'on revienne à l'ancienne pratique où les médias ont l'opportunité d'organiser vraiment et d'animer le débat électoral. Alors, à votre niveau, Constant Abidinogo, les leçons très rapidement. D'abord, je remercie notre pays. Vous savez, on a l'expérience électorale, franchement. On a l'expertise électorale. Quand on voit comment la Sénat travaille, comment le gouvernement aussi, de concert avec la Sénat, donne les moyens pour que les élections soient organisées et réussies, c'est une très belle leçon. On avance sur ce terrain-là. L'expérience de l'année dernière, on l'a dit, c'est une parenthèse. Et comme Léonce l'a dit, cette année, 49 et quelques de taux de participation. C'est important. C'est très important. Ça veut dire que nous renouons avec ce qui, malheureusement, nous a frappé l'année dernière. L'autre problème aussi, c'est que les Béninois de plus en plus sont conscients quand il s'agit des élections locales. Vous n'avez pas trop besoin de leur dire ce qu'ils doivent faire. Ils savent ce qu'ils doivent faire. C'est vrai qu'il n'y a pas eu le débat par rapport au Covid-19. On a dit, la RAC a limité les choses. Je crois qu'on peut excuser la RAC par rapport au Covid-19. C'est sur ce seul point que je peux les excuser. Sinon, il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas tant de prudence à faire. On peut faire confiance aux médias. Oui, nous avons acquis cette expérience et nous continuerons à l'acquérir davantage. J'ai toujours le plaisir de dire que la presse, la liberté, d'accord, mais c'est pas sans responsabilité. Nous sommes conscients de cette responsabilité, de faire en sorte que notre pays évolue. Nous voulons le progrès du Bénin à tous les niveaux. C'est pas seulement au niveau du gouvernement. La presse est bien placée pour savoir ce qu'elle doit faire pour le développement du pays. Donc, prions nos dieux, nos manes, pour que les choses aillent bien et que la paix soit toujours
dans notre pays. Merci beaucoup, Constant Agudinoukou. Comme je l'ai dit, vous avez servi à l'Office de radiodiffusion et de télévision RTB. Merci d'avoir fait le déplacement et surtout de nous avoir ramené du zoo quelques éléments de votre observation. Léonce Gamaï, journaliste bien titré, qui continue d'ailleurs de rafler les titres, qui officie et qui gère, parce qu'il est manager, bien évidemment, la plateforme d'information Banouto. Merci à vous deux, amis téléspectateurs. Merci de rester des nôtres dans cette alliance-là pour l'éducation, mais surtout aussi l'analyse pour l'information politique, si vous voulez. Merci.